Smart Trends, c'est le rendez-vous des mutations et des tendances sur Bismart for Change. 2 fois par mois, l'émission s'installe au cœur des événements qui font bouger la France et les filières. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une actualité majeure de l'année prochaine, 2026, la modification du financement de la rénovation énergétique, les certificats d'économie d'énergie, les C2E, qui vont cohabiter avec ma prime Rénov'. On vous explique tout ça dans ce Smart Trends. Smart Trends, on parle rénovation énergétique. Je vous présente tout de suite mes invités. Jean-Christophe Lepont, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des entreprises du bâtiment. Florence Presson, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, coordinatrice du parcours de rénovation énergétique performante, et vous êtes adjointe au maire de la ville de Sceaux. Et Sébastien Descours, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, cofondateur de Fidéo, la banque de la rénovation énergétique. Déjà, on va poser un peu le décor. La CAPEB, en quelques mots, c'est combien d'entreprises et puis que pèse ce secteur? C'est très lourd. Alors, les entreprises du bâtiment sont majoritairement constituées de TPE, d'entreprises de petite taille. Donc, les entreprises que je représente dans le P de CAPEB, il y a le P de petit. Et nous sommes actuellement 62 000 artisans adhérents de la CAPEB, avec un potentiel des 97% de plus de 500 000 entreprises sur l'ensemble du territoire. Donc, on peut faire mieux en termes d'adhérents. On peut aller conquérir encore des... Mais nous sommes quand même, malgré tout, la première organisation en nombre d'adhérents, en nombre d'entreprises. Et dans notre économie, que pèse le... Alors, pas seulement les petites entreprises du bâtiment, mais le secteur lui-même. Si on prend juste le secteur des TPE sur la rénovation, on est à plus de 88 milliards de travaux. Donc ça veut dire que si demain, et c'est le but, me semble-t-il, de l'ambition et l'ambition de la France, de rénover massivement l'ensemble du territoire et surtout rendre le service au maximum de particuliers, eh bien, il faudra massifier avec les entreprises qui sont capables de massifier, c'est-à-dire les TPE. Et donc il faut embarquer dans cet élan de confiance, je dirais, dans ce marché-là, tous les intervenants, alors que là, on voit bien actuellement qu'il y a eu, de par les changements et de par la complexité des dispositifs existants, de moins en moins d'entreprises qui rentrent dans ce marché-là naturellement et qui viennent se faire qualifier pour accéder à ce marché-là. Donc de moins en moins d'entreprises dites qualifiées. Et c'est vraiment marché, c'est ça qui nous pose problème. Et l'enjeu de notre émission aussi, puisqu'on va parler des dispositifs existants, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie. Qu'est-ce qui change dans les prochaines semaines? C'est quoi, Florence Presson, ce parcours de rénovation énergétique performante? On est où et à quoi sert-il? Voilà. Eh bien, il s'avère que très souvent, quand il faut faire des travaux de rénovation, il y a un problème de confiance. Le ménage ne sait pas par quel bout commencer. On entend à la radio partout que parler arnaque. Et puis, faire des travaux, on n'est pas chef de chantier, c'est compliqué, parce que ce qu'on comprend très vite, c'est que les petits travaux qui sont faits au fur et à mesure ne donnent pas satisfaction, ne donnent pas qualité. Il y a eu l'étude Trémy qui a été faite pendant 6 ans ou 7 ans, qui met en évidence que les petits gestes donnent tout sauf de la performance. Donc, face à ces constats, face au constat que passoire ou bouilloire, c'est le même combat, les gens vivent dans de très très mauvaises conditions, il s'avère que les élus locaux, principalement les maires, ont décidé effectivement de créer un parcours qui s'appelle le parcours de rénovation énergétique performante. C'est la rénovation qui est performante. Et l'objectif, c'est vraiment de retisser la confiance. C'est de pouvoir se dire, faire en sorte qu'un ménage, s'il veut faire des travaux, il sait qu'il peut pousser la porte de sa mairie et il va pouvoir avoir un accompagnement complet. Très bien. Alors, Fidéo, la banque de la rénovation énergétique, vous l'avez créée, Sébastien Descours, c'est quoi? Alors, je ne l'ai pas créé, nous l'avons créé. Oui, nous avons été beaucoup de gens à la créer. C'est un projet qui a été validé par l'État dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Oreno. Donc, l'État supporte complètement ce déploiement. Il inclut un certain nombre de grands de la place et de petits. Donc, je citerai Société Générale, Marche, par exemple, qui est le leader mondial de l'assurance, mais également des plus petits, comme la Nef, une banque éthique, comme le réseau des sociétés de tiers-financement, donc qui sont des opérateurs ensembliers, qui sont la génération la plus aboutie, en fait, de l'accompagnement des personnes. Pourquoi est-ce qu'on a créé Fidéo? Fondamentalement, c'est parce que
Le constat qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a de l'argent en cash, mais il y a également des moyens disponibles sur ce qu'on appelle des financements dits exotiques, dans le sens où ils ne sont pas classiques. Et la problématique, c'est que c'est un marché très complexe pour les personnes. Florence vient de le dire, il faut vraiment les accompagner. Notre but ultime, c'est de leur dire combien ça va vous coûter par mois pendant combien de temps. Ouais. Et inversement, du côté des banquiers, c'est compliqué aussi pour eux, parce que eux ont à référer à Bruxelles, à la Banque Centrale Européenne. Ils ont besoin d'envoyer beaucoup d'informations fiables, sécurisées, prouvées. Et il manquait quelque part un articulateur entre le marché qui va produire donc la rénovation énergétique et tout ce qui est associé, pour pouvoir synthétiser tout ça et aider les banques, en fait, véritablement à ouvrir les robinets de financement dans des conditions très sécurisées du point de vue technique, du point de vue de l'accompagnement, donc la compréhension de qui est la personne, et du point de vue, donc, de la base de tout ça, qui est comment je vais payer ma rénovation à partir des économies. Donc il faut que je fasse des économies pour pouvoir rembourser, sinon c'est compliqué. L'idéal pour les ménages, c'est qu'au bout du compte, ce que je paye va être inférieur à ce que je gagne. Et c'est ça qu'on va essayer de faire tous ensemble. Et c'est là-dessus qu'on est tous partenaires sur un marché avec la CAPEB, avec la FFB, mais également avec les bureaux d'études. On est tous partenaires pour essayer d'arriver à des choses les plus stables et fluides possibles. Alors effectivement, avec une question de stabilité et de fluidité, puisqu'il y a des dispositifs qui ont évolué, peut-être parce qu'il fallait les améliorer, et puis il y a une sorte de passage de relais, si je veux dire. J'ai donné un premier chiffre sur la difficulté finalement d'une partie des Français à s'engager dans ces processus de rénovation. C'est l'Observatoire CTLM de l'Habitat 2025 qui nous dit que 68% des Français renoncent aux travaux de rénovation énergétique pour des raisons financières. Donc c'est déjà un premier constat qui nous interroge tous autour de cette table. Ensuite, je veux bien qu'on s'appuie, Jean-Christophe Repon, sur ce que vous venez de faire, c'est-à-dire une grande consultation nationale auprès de 5000 artisans, c'est ça? Auprès de tous nos artisans, et on a eu plus de 5000 répondants dans un espace assez restreint de temps. Qui disent quoi? Alors, c'est sur MaPrimeRénov', pas seulement, mais notamment sur MaPrimeRénov'. En fait, il y avait tellement d'énervement sur MaPrimeRénov', et ça nous prend tellement d'engagement, d'énergie auprès de la CAPEB et de nos artisans, qu'on s'est re-questionné sur le fait, est-ce que MaPrimeRénov' était toujours essentiel pour la dynamique du marché, et est-ce que vraiment on voulait continuer à avoir un budget d'État qui pouvait accompagner les particuliers, puisque c'est bien un accompagnement des particuliers. Et donc on était obligé de réinterroger nos adhérents, puisqu'on a quand même sur le socle des 55 000 entreprises dites RGE qui accèdent au marché de la rénovation énergétique. Nous avons pour notre part, CAPEB, 22 000 adhérents qui sont stigmatisés, qui ont fait la démarche de qualification sur le RGE. Et donc on était obligé d'interroger nos artisans pour leur dire, est-ce que vous pensez que la démarche actuelle est toujours la bonne, et dans quel module? Et parce qu'on a eu beaucoup de prises de parole dans nos rendez-vous nationaux où on nous disait laissez tomber, c'est trop passons à compliqué. autre chose, le marché doit se libérer, et puis on verra bien ce qu'il advienne. On regarde l'interrogation et l'enquête qu'on a fait, il est dit majoritairement que oui, l'accompagnement auprès des particuliers est un élément essentiel de prise de décision, et ça vient conforter la difficulté. Oui, c'est corroboré par les collectivités financières. S'il ne doit pas être totalement décisionnaire, comme nous on l'avait dit sur la rénovation dite globale qui coûtait très cher, à plus de 70 000 euros, nous il doit être un accompagnement et une aide à la prise de décision. Donc les artisans disent on continue. On dit on continue, mais différemment. Oui. Parce qu'on aime bien que ce soit stable, mais on propose des changements quand même malgré tout. Et c'est là où on diffère un peu avec Madame l'adjointe sur le parcours de rénovation, et on a eu, me semble-t-il, une erreur d'opposer et la rénovation globale bien plus performante, bien évidemment, et les monogestes. Par le monogeste, en les opposant et en disant l'alpha et l'oméga et la réussite de la rénovation, c'est la rénovation globale. D'évidence, vous avez raison. Il n'y a pas de contestation, mais il n'empêche que toute rénovation, même par geste, intelligentée, dans un parcours de rénovation, est plus performante que rien du tout. Mais si ce monogeste, il s'intègre dans un projet global, sinon, effectivement, ça peut être disparate. C'est ce que nous proposons. Nous proposons un autre parcours, parcours avec un bilan initial de performance énergétique et de parcours. Et en fait, dire aux particuliers, voilà, si vous voulez avoir un logement agréable à vivre, confort d'été, confort d'hiver, il vous faut faire tel geste, 1, 2, 3, pour avoir les sauts d'énergie qui vont bien, et si possible, agencer dans le bon cheminement. Si vous n'avez pas les moyens, s'il manque le partenaire financier, si vous n'avez pas les moyens, et si le MaPrimeRénov' ne peut pas courir, engagez-vous à un premier geste, et nous, ce qu'on demande au gouvernement, dans les années à venir, sur un parcours de 5 ans, c'est de bonifier les gestes au fur et à mesure qu'on approche
de la rénovation performante. Parce qu'on essaie de... Enfin, notre sincérité là-dessus, elle est de dire qu'il faut se rapprocher d'un marché qui soit sincère et non pas un marché dopé. Et là, on a eu l'emballement de MaPrimeRénov' qui a fait qu'on avait un marché dopé, une prise... Dopé aux subventions, quoi. Subventions, et on a eu un marché d'aubaine, je dirais, voilà, qui a profité à 90 000 particuliers, mais surtout à quelques entreprises, mais pas les nôtres, pas celles des artisans que je représente. Et nous avons depuis plus de 2 ans, plus de l'activité sur la rénovation énergétique en négatif, moins 1,5 d'activité. Donc ça veut dire que l'emballement de MaPrimeRénov' avec l'offre globale qui a coûté très cher aux finances publiques a profité à 90 000 particuliers et a fait le plaisir de quelques assembliers, de quelques... D'accord. Est-ce que, Florence Presson, il fallait revoir ce dispositif? De toute façon, MaPrimeRénov', il y a eu la question des fraudes qui étaient dénoncées, peut-être la complexité du dispositif. Est-ce que c'était nécessaire de le revoir? Alors, finalement, il n'y a pas eu une refonte. Il y a simplement eu... Une suspension. Très dommage. Il y a eu une suspension qui a repris derrière, mais c'est surtout une diminution des budgets. Du budget, oui, d'accord. Donc ça, c'est effectivement regrettable parce que pour des ménages modestes, très modestes, c'était nécessaire de faire des travaux d'ampleur qui nécessitent 60-70 000 euros. Et là, maintenant, avec un maximum à 32 000 euros d'aide, même si les collectivités mettent un complément, même si on peut aller chercher un peu partout, dans le cadre de territoires zéro exclusion énergétique, on va chercher par exemple un fonds de solidarité, il n'empêche que ce n'est pas possible. Là, on ne diffère pas ensemble, parce que moi je vais parler de rénovation globale, rénovation d'ampleur, mais par étapes. Ça veut dire que c'est pas le ménage qui choisit de faire tel travaux ou tel autre, mais il y a effectivement un audit, un accompagnement, et il y a un cadencement à faire. Et là, je dirais, je vous ai parlé du parcours pour le ménage, mais sur le territoire Grand Paris Grand Est, les 14 communes, on a mis en place un parcours de l'artisan. Et on l'a pas mis en place seul, on l'a mis en place en collaboration justement avec la CAPEB Grand Paris, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat du 93. Et ceci est financé grâce à l'investissement de la DRIETS. Et le parcours qu'on a mis en œuvre, c'est le fait de pouvoir rencontrer régulièrement des artisans, ceux qui ne sont pas RGE, de les accompagner, et ça c'est le... RGE, reconnu garant de l'environnement. Exactement, qui permet de faire bénéficier aux habitants des aides de l'État. Donc le parcours vers la labellisation est assuré par les équipes de la CAPEB, et puis ceux qui par contre sont déjà labellisés, eh bien on les met tout de suite sur les chantiers auprès de nos ménages. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est créer un écosystème avec des équipes d'artisans. Un artisan, moi je n'ai qu'un interlocuteur. Il a derrière son équipe qui est capable de faire une rénovation globale d'une maison. Mais en tout cas, le fait qu'on leur soumette énormément de dossiers, eh bien, ils sont présents au juste prix. Ils ne sont pas là pour faire un coup. Ils savent que nous, on est là, on accompagne, on tient, on encadre le ménage. Et à ce niveau-là, quand il va venir faire un devis, une fois sur deux, il va le signer. Mais ce que je retiens quand même, c'est l'importance, voire l'obligation des subventions. Est-ce que ce marché, Sébastien Descours, peut ne pas être dopé, pour reprendre le terme qu'employait Jean-Christophe Repon? Alors, déjà, je voudrais saluer l'approche et le support des pouvoirs publics, que ce soit l'État ou que ce soit les collectivités locales. On parle de 16 milliards pour l'État tous les ans. MPR, c'est 2,5 milliards, mais il y a bien d'autres dispositifs qui accompagnent tout ça. Et puis les collectivités locales, y compris tertiaires. Et c'est grosso modo une dizaine de milliards. Donc on est quand même vraiment sur quelque chose dans lequel l'État prend sa part. L'État est soumis aux politiques et les choses varient et c'est le rôle des politiques de décider. Ça, il n'y a pas de question là-dessus, mais c'est vrai qu'on a tous besoin de stabilité, que ce soit la CAPEB, que ce soit les différents parcours accompagnés. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir si on veut mettre de l'argent sur le bien ou si on veut mettre de l'argent sur les personnes. Le choix qu'a fait l'État ces derniers temps a été effectivement d'orienter sur les personnes et à mon avis à juste titre. 2 tiers des propriétaires occupants des FG aujourd'hui ne sont pas éligibles à un crédit long terme. 2 tiers des propriétaires occupants des logements FG ne sont pas éligibles à un crédit long terme. Pourquoi? Parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont malades, parce que ils gagnent pas assez ou parce qu'ils sont déjà endettés. Comment est-ce qu'on fait quand on a tout ça? Alors, on va réfléchir un tout petit peu différemment. On va dire déjà de quelle manière mon bien va améliorer sa valeur.
Et c'est là les derniers chiffres des notaires qui sont sortis. Par saut de classe, quand vous passez de GF, de FAE, etc., vous gagnez à peu près 9% sur une maison et 6% sur un appartement. Ça veut dire que sur une maison à 300 000 euros, à chaque fois que vous allez remonter d'une classe, votre bien va prendre à peu près 30 000 euros de valeur. Si vous faites 4 classes, ça fait 120 000 euros. On est déjà au-delà des chiffres qu'on donne d'habitude pour la rénovation. C'est un point extrêmement important et les notaires ont vraiment aidé à débloquer complètement ce marché, à se dire en fait, quand je rénove, je ne dépense pas, j'investis. Mais ça, je suis d'accord sur le raisonnement, mais si on l'intègre, ce raisonnement, à la dimension d'un marché dopé ou pas, ce marché ne devrait pas avoir besoin de subventions. Alors, le marché n'a pas été dopé en tant que tel. Le marché, comme tout nouveau marché, a eu besoin au début de se créer, de se réfléchir, de se penser et de démarrer. Et là, l'État a mis de l'argent, d'abord avec le CITE, après avec MPR, etc., pour porter en fait une politique de la demande. Et vraiment, on a déclenché le fait que les gens se sont dit, tiens, c'est malin en fait de rénover. C'est pas du tout une contrainte qu'on met, c'est en fait quelque chose que je dois faire et qui me rapporte. Parce qu'il me je vais faire des économies sur mes factures et ensuite je vais valoriser mon bien. En revanche, ce qu'on constate, parce qu'on est, la France, on dirige par ailleurs des programmes européens sur ce qu'on appelle les one-stop shop, donc les opérateurs ensembliers. Ce qu'on voit, c'est que la France est très en avance en fait en termes de réflexion. On a peut-être fait des bêtises, mais globalement, on est leader mondial sur le sujet. Ce qui est quand même, excusez-moi, quelque chose dont je suis... Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un modèle français de la rénovation énergétique. Il y a un modèle français qui est diffusé en Europe aujourd'hui, qui a été repris dans la directive européenne qui s'appelle IPBD, qui est le modèle grosso modo de ce qu'ils appellent les IHRS. Donc c'est les parcours accompagnés complets, quoi, d'un bout à l'autre. À l'intérieur de ce modèle-là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de demande. Tout le monde se dit j'ai envie de rénover. Tout le monde se dit j'ai plus envie de donner de l'argent à Poutine, Trump ou MBS en Arabie Saoudite à coup de pétrole. Évidemment qu'on n'a pas envie de ça. Tout le monde se dit aussi moi j'ai des budgets contraints, il va falloir que je réduise progressivement la contrainte qui pèse sur moi pour retrouver du pouvoir d'achat. Et c'est essentiel. Mais dans ce cadre-là, comment fait-on? Et c'est là où la question a commencé à être posée. Et nous, ce qu'on commence à pousser aujourd'hui, c'est de dire il faut aider une politique de l'offre. Et c'est là où on s'est beaucoup tourné vers la CAPEB qui a pas mal repris tout ça au fur et à mesure, sachant que c'est une évolution qui n'est pas simple, de dire, il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans dans laquelle tout le monde avait participé, dirigée par Marjolaine Meunier-Milfer, qui est un petit peu la grande prêtresse du secteur du côté politique aujourd'hui. Marjolaine nous dit quoi? Elle nous dit il manque 250 000 personnes aujourd'hui pour couvrir les besoins de rénovation par rapport à 600 000 rénovations. En nombre d'artisans. En nombre de personnes. Et ça, c'est compte tenu des départs en retraite qui sont de l'ordre de 480 000 de mémoire d'ici 2035 à peu près. Donc on parle quand même du premier marché économique en France sur les 10 prochaines années, sur lequel l'implication de l'État est complètement, absolument indispensable. On va pas le laisser. Ok, mais alors là, vous prenez beaucoup de temps. Donc, je prends beaucoup de temps. Mais oui, on les trouve où, les 250 000 artisans? Et ils sont là, ils sont formés. Enfin, on a aussi fantasmé beaucoup sur des nouveaux métiers, alors qu'en fait, la mise en conformité des réglementations et la transition énergétique, c'est des règles de l'art. C'est ce qu'on a dans les diplômes de base, quoi. Donc, on a beaucoup fantasmé. On a voulu créer un marché de la rénovation énergétique. En fait, isoler, mettre la bonne énergie et mettre les bonnes huisseries, c'est la base de nos CAP, de nos BP. Il faut juste les agencer. Donc il n'y a pas besoin d'être RGE, quoi. Mais on fait pas du nucléaire. Nous on fait pas Flamanville. On n'est pas en train de créer Flamanville. Donc cette certification RGE, elle sert à rien? Elle devait servir à éviter de la fraude, et je vois bien que ça n'a pas évité la fraude. Donc nous, ce qu'on essaie de dire aussi à nos parlementaires et au gouvernement, c'est que majoritairement, les entreprises qui ont pignon sur eux et qui veulent vivre de leur métier sont des entreprises dites vertueuses et compétentes. Permettez-leur de rentrer dans ce marché-là et venez auditer le chantier sur la compétence, sur ce qu'on appelait, on a vu ça avec le ministre Béchu, de la VAE, donc de la validation des acquis de l'expérience, ce qu'on fait exactement déjà pour l'électricité. Moi, je suis maître artisan électricien. Si je n'ai pas l'attestation Qualifélec, comme le RGE, il y a Consuel qui vient vérifier que ce que j'ai fait dans votre maison est bien conforme à la norme NFC 1500, qu'il y a bien les différentiels, qu'il y a les bonnes sections de fil, etc. Et que vous n'allez pas vous électrocuter. On peut le faire pour la sécurité électrique, mais pour le RGE, on a dit non, on va capter le marché et tenir ça par quelques entreprises. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y en a 500 000 entreprises qui sont là, qui peuvent rentrer dans ce marché-là,
permettez-leur de rentrer, venez contrôler, et puis derrière, ils deviennent RGE, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur un parcours, on accompagne un peu. Actuellement, on sort des entreprises qui voudraient aller sur ce marché-là, parce que une entreprise de 3 salariés, comme on est moyennement, nous, en la CAPEB, on se dit pas le matin du 1er janvier, cette année, je vais faire 12 packs, je vais faire 10, il n'y a pas de prévisionnel. On répond à l'appel entrant, et on dit, madame, ma cliente me demande de faire, on te dit finalement, tu peux pas le faire, parce que tu n'es pas RGE, dans quel IPAC, etc. Donc, on comprend le grippage du système. Et n'évitons pas la fraude, au contraire. 43% des Français, on va regarder ce chiffre, 43% des Français jugent encore les aides financières trop complexes. Et en voyant cette stat, je me suis dit, ça va peut-être pas s'arranger avec le... Alors les certificats d'économie d'énergie, ils existent depuis longtemps, sauf que là, ils vont, si j'ai bien compris, le gouvernement qui a moins d'argent veut faire porter sur les entreprises, via les certificats d'économie d'énergie, une partie de la rénovation énergétique. J'ai peur que les Français soient encore plus perdus. Votre avis là-dessus, Florence? Alors, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas parce que ce fut très compliqué tel que vous le citez. Oui. Il y a eu une amélioration non négligeable de l'ANA, puisque quand on parle de parcours accompagné, qui est quand même un parcours ambitieux de travaux, qui peut se faire en plusieurs étapes, il n'y a finalement qu'un seul et unique dossier à déposer auprès de l'ANA. Ouais. Par contre, l'ANA, finance les aides qui sont remises à un citoyen, sont en partie liées au budget de l'État et en partie par les C2E. Ouais. Mais le ménage ne voit strictement rien. Il verra pas la n'a qu'un différence. seul dossier à monter. D'accord. Donc, outre le fait que on tend quand même à faire des travaux dans le bon sens, c'est-à-dire ne pas changer une chaudière et mettre une PAC quand on se retrouve dans une passoire. Donc, on a l'avantage d'avoir une simplification très importante pour le montage du dossier financier. Donc, il y a eu vraiment une amélioration. Si on est sur du par-geste, imaginons, on a tout isolé, il ne reste plus qu'à mettre une PAC. Là, effectivement, il y a un dossier à monter auprès de l'ANA pour juste demander l'aide pour ces travaux-là. Et il faut à ce moment-là aller rechercher, parmi l'ensemble des pollueurs, celui qui va donner le montant correspondant au C2E. Donc là, le ménage se trouve avec 2 actions à mener. Donc c'est plus compliqué de faire du par geste. Okay. Mais travaux d'ampleur... On en revient à la promotion des travaux d'ampleur. C'est plus compliqué, mais c'est moins coûteux. Là, on a vu qu'on a dépensé 2,6 milliards pour 90 000 entreprises, pour 90 000 particuliers. Ouais. C'est tout dépend des moyens que l'on met pour rénover la France, quoi. Et je crois comprendre qu'actuellement, il y a des discussions et au Parlement et au Sénat pour trouver un budget. Et c'est pour ça que nous, on est aussi favorable à ce que ces 2E viennent compléter une offre de MaPrimeRénov' pour amener un parcours de rénovation, mais pour cela, il faut qualifier des gestes qui ont été disqualifiés par l'État, notamment sur la rénovation énergétique, les isolations de murs, les biomasses, etc. Ça, on a bien entendu le message. Il faut requalifier ces gestes-là. Les deux dispositifs, ils vont cohabiter, Sébastien Descours. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce qu'on fait avec Florence et avec les sociétés de tiers financement du réseau Séraphin, c'est que fondamentalement, on prend la complexité. Oui. On va voir le ménage, on va le voir 7 fois à peu près. 2 fois avant, 3 fois pendant, 2 fois après. Okay. On va finir par bien le connaître. On prend un café avec lui dans la cuisine. On essaye de comprendre qui est cette personne et ce ménage. Et après, on va construire véritablement le plan de financement. Ce qu'on va délivrer au ménage, encore une fois, c'est combien ça coûte par mois, pendant combien de temps. C'est tout. Tout le reste, effectivement, c'est une affaire un peu de spécialiste. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est qu'ensuite, nous, on se retourne vers des banques pour aller chercher de l'argent ou vers ce qu'on appelle des poches de financement. Et là, dans le cadre des obligations européennes de la BCE et globalement dans le cadre de l'effort que fait l'Europe pour pousser les banques à investir sur la transition. Et ils font des efforts réglementaires complètement considérables. Je crois qu'on ne mesure pas complètement exactement ce qui est en train de se passer. Et bien, dans ce cadre-là, oui, il faut redonner de la data. Il faut savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur du projet, il faut savoir comment il a été posé, il faut savoir également comment il a été habité après, il faut connaître les assurances, il faut connaître le parcours de vie du ménage, il faut savoir la composition de la famille, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui nécessite effectivement des intégrateurs. C'est-à-dire qu'on va intégrer plein d'informations et on va restituer une simplicité aux ménages et on va restituer une simplicité aux banques. Pourquoi les banques ne vont pas sur ce marché ? Il y a 2 raisons fondamentales à ça. Le premier, c'est le fameux 35%, le taux d'effort. Vous vous souvenez ? Le truc qui fait qu'on ne peut pas prêter au-delà de... Eh bien, c'est vrai que c'est cette règle qu'on a en France qui empêche de surendetter les ménages à long terme.
On a réussi, avec les autorités réglementaires, à faire passer et à faire accepter le fait que on pourrait partir non pas du taux d'effort, mais du reste à vivre. C'est-à-dire qu'on prend combien gagne le ménage, combien il a besoin de dépenser obligatoirement, et après, qu'est-ce qui reste, et on rajoute des économies d'énergie. Et ça nous donne le montant qui va pouvoir ou pas investir tous les mois. Déjà, ce changement qui apparaît pas grand-chose est un changement qui est radical, puisque subitement, on va pouvoir prêter à des gens qui ne peuvent pas. Deuxièmement, il y a effectivement le passage de 33 à 97%, puisqu'on a l'ambition de financer 97% des gens, avec les autres banques. On est une société de place, on n'est pas concurrent des banques. Eh ben, pour pouvoir faire ça, il faut des fonds de garantie. Donc, il y a un premier fonds de garantie qui existe, qui s'appelle le FGRE, qui est le fonds de garantie de la rénovation énergétique, où il y a tellement peu de risques qu'il est devenu de plus en plus dodu. Et là-dessus, il y a actuellement des discussions pour voir comment on pourrait s'en servir pour accompagner les plus pauvres d'entre nous. Mais il y a également des fonds à Bruxelles. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe se dit, peut-être que le fait de mettre en place des fonds de garantie permettrait de faire un effet de levier absolument considérable. Et c'est ça que Fideo organise. C'est toute cette complexité multiniveau, multitâche entre la technique, l'accompagnement, le financement, la mairie de Sceaux, l'Europe, etc. Comment est-ce qu'au milieu de tout ça, il y a un endroit dans lequel toute cette information va pouvoir être disponible pour pouvoir déclencher la fluidité chez tout le monde. Et évidemment qu'avec la CAPEB, on ne se connaît pas encore très bien, mais on s'est vu plusieurs fois dans plusieurs endroits, on a des intérêts qui sont complètement alignés. C'est-à-dire que les artisans ont besoin de bosser. On s'est besoin de l'absence de la banque, quoi. Mais nous, on se disait quand même qu'il était facile d'acheter une véhicule à 70 000 € en 3 clics et avoir un leasing, et l'incapacité d'aller voir ton banquier pour rénover ta maison à 70 000 €. Il y avait une incompréhension, me semble-t-il. Et puis en plus, comme vous le voyez bien, que alors, le retour sur investissement par rapport à la non-dépense d'énergie, il n'est pas aussi évident que ça, on est d'accord là-dessus, et que c'est ça qui a beaucoup freiné les particuliers, parce que quand vous voyez que vous divisez par deux votre facture électrique, mais que vous la baissez un petit peu, vous vous dites que le retour sur investissement, il va être très long. Il va être trop long. Par contre, quand vous voyez que votre logement a pris plus 20% ou plus 15%, mais là, du coup, c'est du temps long. Et on ne comprenait pas que les banquiers ne s'intéressent pas plus à ce marché-là. Il semblerait que depuis peu de temps, beaucoup de banquiers bougent bien. Nous, on travaille avec des banquiers qui ont le prêt d'habitude à la consommation. Et là, ils sont sur un prêt à l'investissement. Ils se disent finalement, on peut y aller maintenant. Mais ça a pris 5-6 ans. Alors, on peut y aller parce que l'Europe pousse. On peut y aller aussi parce qu'on commence à vraiment savoir faire. Et là-dessus, pour terminer un peu sur ce point, la prise de valeur du logement aujourd'hui, on peut la monétiser. C'est-à-dire qu'on a des outils. Par exemple, le prêt avance rénovation 0% qu'a mis en place l'État. Pendant 10 ans, vous avez de l'argent gratuit que vous allez être obligé de rembourser simplement quand vous allez vendre ou malheureusement quand vous allez mourir. Ou sur l'héritage aussi. Il y a des acteurs actuellement qui... Je vous interromps parce qu'il nous reste moins d'une minute et je voudrais que vous puissiez conclure sur la confiance. Est-ce que parce que c'est essentiel sans doute, la confiance des ménages dans le système. La confiance, c'est vraiment, on doit être dans un écosystème de confiance. Confiance avec les équipes d'artisans que nous constituons, que nous mettons en œuvre. Confiance avec le ménage qui sait que, et particulièrement dans certains programmes comme Territoire Zéro Exclusion Énergétique, qui sont vraiment accompagnés avec 5-6 visites qui sont faites. Et c'est vraiment le maître mot. Et je dirais que on parle de rénovation énergétique, de montant, mais finalement, ça devrait être une grande cause nationale. Parce que la rénovation, c'est de l'emploi, c'est des matériaux, c'est le fait qu'on consomme beaucoup moins d'énergie, qu'on n'ait pas besoin d'aller l'acheter à l'autre bout de la planète avec des gens qui ne sont pas forcément les mieux. Et c'est de surtout permettre à des gens de vivre dignement. Et c'est aussi un levier d'économie d'énergie, de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre qui est efficace. Merci à tous, l'émission est terminée. Merci beaucoup d'y avoir participé. À bientôt sur Be Smart for Change. Je vous dis à très vite pour un nouveau Smart Trends.